notre invitée qui est donc Dorothée Benoît-Brovès, qui est journaliste scientifique, mais auteur également de plusieurs ouvrages. Elle est déléguée générale de Vive Agora. Vive Agora est une association qui veut que le citoyen participe au processus décisionnel quand ça les concerne. Les nanotechnologies sont déjà dans notre univers, dans notre environnement, que ce soit dans la nourriture, par exemple les soupes, on fait des soupes sans grumeaux grâce aux nano, dans les ciments, dans les peintures, dans les frigidaires, dans les cosmétiques, voilà, un peu partout. Sans parler de tout ce secteur prometteur, de ce qu'on appelle le transhumain, c'est-à-dire qui ouvre un champ de possibles incroyable, le champ des possibles du clonage, le champ des possibles de l'augmentation de notre capacité du cerveau, de la mémoire, et même l'augmentation de nos capacités émotionnelles. Bientôt, on va avoir une pilule du bonheur, n'est-ce pas ? Entre les philosophes qui s'inquiétaient de certaines choses, les physiciens, les économistes ou les pouvoirs publics, il n'y avait pas de communauté d'acteurs qui essayaient de voir quel futur se prépare avec ces nanotechnologies. Donc c'est important, il commence à y avoir des citoyens qui s'interrogent à ce domaine et c'est prometteur. C'est important de permettre à tout un chacun de saisir les enjeux en même temps qu'il découvre les connaissances. Il faut bien voir que le premier ancrage des nanotechnologies, c'est une démarche totalement novatrice qui est de repartir du bas pour aller vers le haut, bottom-up. Donc on a cette idée que, comme du Lego, en reprenant les briques élémentaires, on va pouvoir maîtriser des choses, et c'est une fascination qui est très ancienne. Il faut bien voir que tout un tas de philosophes ont pensé que si on a la maîtrise des briques élémentaires de la matière, eh bien on va avoir la maîtrise des technologies. C'est la construction politique du domaine qui a débouché en 2002 avec le rapport américain NBIC pour l'amélioration des performances humaines où là, très précisément, il y a un horizon politique qui est donné, qui n'est pas tout à fait anecdotique. Les Européens ont eu un peu peur, se sont dit, mais c'est bizarre, cet affichage vers l'amélioration des performances, nous, on veut plutôt développer une société de la connaissance. À ce mouvement bottom-up, s'est mêlé une sorte de tsunami beaucoup plus trivial, si je puis dire, qui est la miniaturisation, qui est top-down, qui est la réduction d'échelle en chimie ou en électronique, et ce sont en fait les produits que nous avons aujourd'hui sur le marché. Ce sont essentiellement des produits chimiques dans lesquels on a ajouté des nanoparticules, et je dis on fait du neuf avec du vieux, c'est un peu Canada Dry, c'est-à-dire on ne voit pas la différence, sauf qu'il y a des propriétés nouvelles, et là se pose une question de qui dit propriété nouvelle dit nouveau risque. Eh bien, on peut ranger les nanoproduits en 4 catégories. Ceux qui contiennent des nanotubes de carbone, ceux qui contiennent du nanotitane, ceux qui contiennent des nanosilices et ceux qui contiennent du nanoargent. Nanotubes de carbone, augmentation de la résistance et en plus, intérêt parce que c'est très léger. Donc, pour ce qui est des moteurs, pour ce qui est des carlingues d'avion, ou même pour les voitures, pour augmenter la résistance des raquettes de tennis, des cadres de vélo, on utilise des nanotubes de carbone. Nanotitane, c'est un catalyseur, le titane, d'autant plus à l'échelle nanométrique, qui a plusieurs avantages. Pour les ciments, les peintures, on a l'intérêt d'avoir un effet auto-nettoyant et destructeur de certains polluants, les oxydes d'azote de l'air. Et nanosilice, eh bien, c'est essentiellement l'alimentation. C'est pas très récent. Les gens de l'agroalimentaire, en fait, et ça c'est un point très difficile, très litigieux, ont réduit l'échelle de leur silice depuis une vingtaine d'années.
Et pourquoi? Pour des effets de texture, donc dans les poudres de soupe, de sauce, tout ce qui peut être même chewing-gum, les revêtements de certains bonbons qui sont blancs, vous avez du titane quelquefois, du nanotitane, et vous avez de la nanosilice pour l'onctuosité, pour un effet vraiment de liant. Le nano-argent, c'est un antibactérien. Là aussi, l'argent est utilisé depuis très longtemps. Certains utilisent pour des effets de teint, même, je crois, l'argent. Et le nano-argent est en ce moment en train d'exploser en utilisation parce que on est dans une société hygiéniste. Hein, et donc, on n'en met pas seulement dans les hôpitaux, mais dans les filtrations d'air, dans les revêtements des bureaux, dans ici les surfaces pour les cuisines, dans les revêtements de claviers d'ordinateur et dans les textiles. Quand vous achetez des chaussettes anti-odeur, comment sont-elles anti-odeur? Elles sont simplement anti-odeur parce qu'elles détruisent les bactéries avec du nano-argent. Ça, c'est la chimie, mais on peut aller vers l'électronique miniature. La miniaturisation de l'électronique est enclenchée depuis 40 ans, le cahier des charges, vous savez, la loi de Moore, hein, on réduit les échelles de plus en plus, et vous avez donc une électronique diffuse avec la possibilité de puces d'identification RFID, hein, donc par radiofréquence, qui, de manière très immédiate, non seulement est le support du pass Navigo que vous utilisez, mais va devenir le support de tout produit que vous allez acheter, puisque c'est en train de remplacer les codes barres, et donc l'électronique va être dans la moindre feuille de papier, dans la moindre fibre textile. On a les nanotechnologies qui sont pervasives, c'est-à-dire qui vont être dans tous les objets, pour à la fois les rendre actifs, réactifs, et avec leur équivalent électronique, donc une électronique qui va capter, qui va ramasser, faire des bases de données de tout un tas de choses qui vont être en mesure de croiser les bases de données et donc croiser des informations de tous ordres sur nos comportements commerciaux, nos comportements, nos informations bancaires, nos informations médicales, etc. Et la possibilité pour nous de freiner ce type de choses devient de plus en plus difficile. J'ai plusieurs fois répété qu'il y avait des nouveaux risques. Pourquoi? Eh bien, vous comprenez bien que quand on a des nanoparticules, on a quelque chose d'extrêmement fin qui va pouvoir pénétrer très profondément dans des comportements du corps ou des micro-organismes dans lesquels les particules n'allaient pas quand elles étaient plus grosses. Donc, vigilance évidente par rapport à ces différents produits. Et donc, nano, c'est pas forcément à diaboliser, simplement, il va falloir qu'on puisse dire, non, cet usage-là, non, on n'en veut pas. C'est ça le point. Or, et j'en viens à la fin de cette question de la réglementation, c'est que nous n'avons pas les organes politiques pour faire ce travail de tri. Eh bien, on se pose la question de pourquoi ces technologies? Où elles nous mènent? Quels usages? Vers quelle société elles nous emmènent? Et pour être véritablement efficace, aujourd'hui, l'enjeu est beaucoup plus important. Il est de revendiquer de manière collective une évaluation des technologies permanente. Nous devons faire de la politique. Il y a des conflits, des rapports de force importants. Il ne faut pas que ça nous fasse peur. Le conflit, ça fait partie des rapports humains. Simplement, il faut les mettre à plat, montrer quels sont les rapports de pouvoir. Il n'y a pas de raison qu'il y ait une oligarchie dans les techniques, qu'elles soient juste orientées par quelques-uns qui ont une certaine vision du futur, parce que le futur, il est largement formaté par les technologies. Donc c'est un enjeu colossal.